Alors, on va là aussi rentrer dans le vif du sujet en faisant référence, cette fois-ci, aux grilles référentielles de champ, la manière dont elles sont construites, avec un certain nombre de points sur lesquels on souhaitait revenir. Alors, dans les documents d'accompagnement, vous retrouvez le tableau de synthèse, il est aussi proposé, donc il est proposé dans deux endroits, l'EDA du MG4, et on y fait référence à nouveau dans les grilles référentielles de champ. Alors, chacune ou chacun des champs est développé. La première page, donc là je fais un zoom sur le CA2. En parlant de zoom, je vais grossir un petit peu plus le texte pour qu'il s'affiche dans le diaporama de façon plus nette. Une première page qui donne des principes généraux, et la deuxième et troisième page, on est sur les principes d'élaboration de l'épreuve, et puis surtout, pour chacun des critères d'évaluation, les fameux degrés de positionnement qui constituent des vrais guides à partir desquels vous produirez vos fiches d'évaluation APSA. Première page, je reviens sur un certain nombre de points. La première ligne, elle est fondamentale. Il y a un auteur qui disait que la rédaction d'un programme, c'est le premier acte didactique d'une très longue série. Et c'est vrai que cette première phrase, elle permet véritablement d'identifier la logique profonde du champ, et donc la logique profonde à laquelle doit correspondre l'activité qui sera choisie. Par exemple, ici, il est noté, l'élève s'y engage pour partir et revenir. Donc on est dans le CA2. Un élève, la logique profonde de ce champ d'apprentissage et de ces activités, c'est que l'élève soit autonome dans le milieu dans lequel il s'engage, donc pour partir et revenir, avec, dans le cadre d'une logique extrême, pour partir et revenir vivant. Ça veut dire que toutes les logiques sécuritaires qui sont attachées et qui font l'objet d'une didactisation des contenus, elles sont en lien avec ce fameux, cet adage, partir et revenir. Et donc aussi avec une capacité à renoncer, puisque revenir prime sur tout autre projet d'efficacité. Voilà. Donc, vous soyez en planche à voile, je décline volontairement, je pars, je ne sais pas revenir, c'est-à-dire je sais prendre le vent d'un côté, et je ne sais pas le prendre, je ne sais plus prendre le vent pour revenir, donc j'ai un côté préférentiel. Finalement, je ne reviens pas, c'est la Sécu qui vient me chercher. Le niveau d'après, vous revenez, mais vous revenez en ayant perdu au vent. Ça veut dire que vous savez caper dans un sens, vous ne savez pas caper dans l'autre. C'est bien, puisque vous êtes capable de revenir à la plage, mais il vous faudra tirer votre matériel après, donc c'est partir et revenir d'un même endroit. Et on va retrouver exactement cette logique-là dans le cadre du sauvetage, par exemple. Et voilà, quelle que soit l'activité, c'est fondamental de pouvoir revenir au point de départ. Et donc, dans ce contexte-là, on voit que la première phrase, être capable d'analyser son environnement, ben oui, ça veut dire aussi que autour de cette petite phrase anodine, autour de cette logique ultime, on est capable de cerner les ressources qui vont apparaître comme dominantes dans l'activité. L'analyse de l'environnement, oui, je prends des informations sur mon environnement qui vont amener un certain nombre de choix, et parfois de choix extrêmes, comme par exemple renoncer. Ça montre que ce champ d'apprentissage doit positionner l'élève en situation d'analyse de l'environnement et donc de décision. Pour faire écho à ce qu'on voit parfois dans les rendez-vous de carrière, je suis sur une activité donc de sport collectif ou une activité duel qui mobilise aussi fortement, et on va le voir dans cette première phrase, l'élève sur le plan de la prise d'information, de l'analyse du jeu autour de lui, et dans les situations qui sont proposées, à aucun moment l'élève n'est placé en situation de décider ou de prendre de l'information pour décider. Ça pose problème, donc cette première phrase, elle a un caractère éminemment didactique et elle a un caractère fondateur dans le sens où chaque champ d'apprentissage autour de sa logique ultime
sollicite et mobilise l'élève dans des spécificités. Ce qui fait que quand on a une programmation d'activité variée, on va dans le même temps travailler à la complémentarité de l'offre et donc à une formation complète de l'élève parce que chaque finalité ultime sollicite l'élève sur des ressources dominantes. Le CA3, je regrette, la créativité qui est recherchée aujourd'hui dans le processus de création artistique, sans dire que le CA3 se limite à cette dimension créatrice, mais on ne la trouve pas ailleurs. On ne la trouve pas, en tous les cas, avec cette même dominante. Vous pourrez me dire que un footballeur de très haut niveau, ce qu'il fait, c'est de l'art, il est capable d'inventer, etc. Mais nos élèves sont rarement à ce niveau-là. Donc voilà, il y a la volonté véritablement autour de cette première phrase de cerner sur quoi repose la logique profonde de l'activité. C'est un élément didactique et c'est pour ça que tout à l'heure je disais que quand on rentre, vous verrez dans le diaporama, il y a des repères d'évaluation, mais pas que, parce qu'il y a déjà beaucoup d'éléments sur la didactique. Alors, je rentre maintenant sur les phrases qui suivent, sur des éléments qu'on assimile davantage à des repères en termes d'évaluation. Le fait que voilà, les points sont distribués de façon qui ne sont pas anodines. On maintient forcément une dominante sur la motricité. Je ne développe pas puisque là aussi, il y a une question de la fac qui fait référence. 8 points ensuite sur la FLP 2 et 3. Et là, on va insister sur un certain nombre d'éléments. 2 points en particulier. Le fait que sur les 6 items que comporte la FLP 2 et 3, l'équipe enseignante va en choisir 3. C'est de la responsabilité de l'équipe de faire ce choix-là. Donc, on fera le détail tout à l'heure, mais c'est l'équipe qui effectue ce choix-là. En revanche, c'est bien l'élève qui aura le choix de la répartition des points. Les 8 points peuvent être répartis sous 3 formules ou 3 options ou 3 alternatives différentes, et c'est l'élève qui fera ce choix-là. Donc là aussi, il y a une question de la fac qui s'y reporte. Je ne développe pas. Par contre, on va maintenant s'attacher un petit peu. Donc, les 3 items de la FLP1, ils sont assez souvent imbriqués. Donc, pour la FLP1 de la motricité, on va dire que ce n'est pas 3 items, mais souvent vous en considérez un global. Pour la FLP 2 et 3, on sait qu'on a 6 items et l'équipe a la responsabilité de choisir, par exemple, 2 items de la FLP 2, donc la procédure d'échauffement, donc l'élève va devoir monter en compétence sur le plan de la gestion de l'échauffement, son échauffement ou l'échauffement, il va gérer l'échauffement de ses camarades, ça peut être ça. Et puis concevoir et analyser, réguler son activité. Imaginons, prenons voilà, le cas de figure d'une équipe qui choisirait pour ce CA2, course d'orientation par exemple, d'apprécier l'activité et donc les compétences de l'élève sur les items 2.1 et 2.2 pour la FLP2, et il ne retiendra, par exemple, que le 3.2, donc la répartition choisie par l'équipe, c'est 2 items pour la FLP2 et un item pour la FLP3. Dans ce cas de figure, voilà, l'élève aura à choisir une répartition. Donc il peut décider de faire un 4 et 4. Dans ce cas-là, il aurait 4 points, donc l'enseignant apprécierait donc cette partie des savoir-faire collaboratifs et elle serait donc notée sur 4 points. Et les 2 items qui ont été retenus, à savoir le 2.1 et le 2.2, on verrait affecter 2 points pour cet item-là et 2 points pour cet autre item. Donc ça, c'est vraiment une différence par rapport au texte de l'EN, puisque nos AFLP sont déclinés autour de plusieurs items et que la répartition des points en découle. Donc vous voyez une petite phrase
ici qui est un petit peu délicate à comprendre. Pardon, je reviens. Ici, les combinaisons de répartition de points sont affinées sur l'exercice d'évaluation au regard des items retenus. Le total des points affectés à un AFLP est nécessairement divisé par 2 si 2 items sont représentés dans cet AFLP. Donc ça veut dire que, pour reprendre, voilà, ici, l'équipe avait choisi de retenir 2 items. L'élève avait choisi d'être noté sur 4 et 4, donc forcément, les 4 points affectés à la FLP2 sont divisés par 2. Dans le cas extrême, un élève qui choisirait d'être noté sur 2 points, ici, la FLP, voilà, il serait noté sur 2 points. Ça voudrait dire que chaque degré de positionnement est noté sur 0,5 ici, 0,5 là, 0,5, 0,5, pour arriver à un total de 2 points. Et on aurait 6 points à répartir sur le 2.1, 2.2, donc 3 et 3. Voilà pour ce qui supposait quand même des éléments d'explication. Voilà ce que je souhaitais dire pour les grilles référentielles. Alors, vous l'aurez compris, il y a véritablement des enjeux en termes de pratiques d'enseignement, parce que ce qui domine aujourd'hui, notamment dans les constats qui peuvent être menés sur les rendez-vous de carrière et en règle générale sur les inspections, c'est que les enseignants mobilisent les élèves sur le plan des compétences méthodologiques et sociales, mais ils ne les enseignent pas véritablement, ces compétences méthodologiques et sociales, et en ce sens, elles ne sont pas véritablement articulées aux éléments de la motricité. Donc, voilà, il y a des enjeux qui sont extrêmement forts à ce niveau-là, parce que être capable de créer des situations des situations d'enseignement complexes, ce sont des situations qui mettent l'élève ou qui confrontent l'élève à des dimensions euh, motrices, mais aussi à des rôles sociaux qui les engagent sur des aspects méthodologiques comme sur des aspects sociaux. Donc la volonté, c'est vraiment de pouvoir faire vivre la complexité d'une situation d'apprentissage, mais aussi qui devient la complexité d'une situation d'évaluation, parce que le monde dans lequel évoluent nos élèves aujourd'hui n'est plus tout à fait le même que celui dans lequel nous avons évolué, nous, étant enfants. La structure du travail est plus complexe. Un ingénieur, il y a 30 ou 40 ans, sa mission principale, c'était de créer un objet technique. Aujourd'hui, il doit savoir comment l'objet technique est créé, mais il doit être capable aussi de manager des équipes qui sont en prise avec la création de cet objet technique. Donc on a des tâches qui sont toujours plus complexes à réaliser. Je donne l'exemple de la structure du travail, mais la structure politique est aussi plus complexe. La structure familiale est aussi plus complexe. Nous, on a vécu parfois, pour les plus anciens, une maman qui ne travaillait pas et puis un papa qui allait au travail. Donc la répartition des tâches était très facile à identifier. Mais le progrès social, c'est de travailler à la parité. Et donc, quand on avance sur finalement l'intégration d'un progrès social de ce type-là, on modifie les repères que les élèves ou que les individus peuvent avoir, peuvent se construire. Et on pourrait dire que la simplicité, c'est travailler à partir d'un système de repères qui est extrêmement simple. La complexité, c'est forcément apprendre à évoluer dans un système où les repères sont beaucoup plus fluctuants. Et l'ambition, c'est de pouvoir positionner et faire travailler nos élèves dans des situations où les repères sont un peu plus brouillés pour qu'ils soient capables d'en créer. Donc, il y a véritablement aujourd'hui des enjeux très très forts pour faire en sorte que nos élèves soient confrontés à la complexité. Et ça veut dire qu'on doit être capable d'enseigner cette complexité et de mettre finalement côte à côte des dimensions de la compétence, des savoir-faire qui s'imbriquent les uns dans les autres.